Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois dans les studios de la MTA français dans le terrain de Hadikatul Mahdi. Allah l'exalté, l'omnipotent, l'omniscient a promis à son envoyé, au réformateur promis, au Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam de Qadian. Il lui a dit, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा. Je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur parmi nous d'avoir deux invités qui nous viennent effectivement des confins de la terre, si on peut paraphraser comme ça. Nos invités, le frère Javardine et le frère Elias, nous viennent de Comores. En plus, nous avons un autre invité qui va se joindre à nous en ligne. Donc, nous allons parler de l'arrivée du message du Messie promis l'Islam, du réformateur promis dans les îles Comores, à Mayotte plus précisément. Et donc, ma première question, peut-être M. Elias, à vous. Comment les enseignements du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, s'intègrent-ils aux valeurs et aux traditions culturelles, sachant que les Comores, c'est une particularité aussi dans l'océan. Donc, comment, vu que la population elle est déjà musulmane pour la majeure partie, contrairement à l'Europe, comment les enseignements particuliers de l'Ahmadiyya, du Messie promis l'Islam, s'intègrent avec les valeurs uniques de la culture mayotte, de la religion musulmane pratiquée par les gens de Mayotte. Alors, vous avez souligné un point très important quand vous avez cité que Mayotte est majoritairement musulmane. Et il faut aussi souligner que c'est une île très conservatrice dans les domaines interreligieux. C'est pour ça que seule la communauté musulmane Ahmadiyya de Mayotte est la seule jamaat musulmane qui ouvre les portes aux échanges interreligieux. Récemment, il y a 2 ans, on a fait un échange avec l'église adventiste du 7e jour qui se trouve à Mamoudzou et aussi l'église Notre-Dame de Fatima. Le but de cela n'est pas seulement de montrer à nos frères musulmans que l'islam n'interdit pas les échanges entre les frères musulmans et chrétiens, mais aussi de leur montrer aussi qu'on peut tisser des liens amicaux et chaleureux afin de, par exemple, faire des coopératifs pour le développement de Mayotte. Pour le vivre ensemble. Voilà, vivre ensemble. D'accord. Et du coup, justement, comment peut-être cette action d'ouverture vers les pratiquants d'autres religions est perçue par la population en général? C'est tabou. Est-ce qu'elle est plutôt susceptible, sceptique ou voilà, c'est bienvenu? Non, c'est un peu tabou. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand nous on fait ça en France, il y a certains musulmans qui disent non, mais c'est impossible d'inviter un juif à la mosquée. On ne peut pas inviter un chrétien, il ne va pas entrer dans une mosquée. Donc comment est-ce que les frères musulmans, les autres frères musulmans réagissent par rapport à ça, à ces actions que vous mettez en place? C'est la même chose. Ils disent la même chose, que normalement c'est interdit. Qu'on ne peut pas inviter un juif ou un chrétien venir chez nous. Mais nous, avec nos enseignements que l'Ajma nous a inculqués, on peut faire cela. Ce n'est pas interdit. On peut faire cet échange-là. Bien sûr. Donc, en même temps, on les pousse aussi à faire la même chose ici. D'accord. Et du coup, ça, vous le faites régulièrement, ces actions, ces activités d'interreligieuses, de rencontres interreligieuses? Oui, on les fait. On parle aussi avec nos frères musulmans aussi. Et aussi, on essaie de vraiment ouvrir cette porte-là afin que ce tabou soit un peu... Ça fait ça au fur et à mesure que les gens puissent vraiment s'unir dans une même bannière. D'accord. Jazakallah en tout cas pour vos précisions. Donc peut-être, Monsieur Javardine, la question elle va s'adresser plus à vous maintenant. Nous connaissons tous la situation particulière de Mayotte qui est un département, bien qu'il soit un département français, il paraît que c'est le département le plus pauvre de la France. Donc comment est-ce que, à part donc, ces volets d'interreligieuses, de rencontres interreligieuses, est-ce que la Jamaat sur place prend aussi en compte, on va dire, cette population qui est démunie? Moi, j'ai vu des reportages en France où on parle de la population qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas de maison. Donc, est-ce que vous faites des actions comme ça aussi pour la population locale? Alors déjà, pour commencer, ça a commencé en 2022.
on a eu une opération, un début d'opération qui s'appelle Wambouchou, qui avait débuté. Notamment, on a eu 1600 cases qui ont été détruites et 22 000 personnes qui ont été expulsées. C'est un chiffre de 2022. En 2023, on a un chiffre de 500 cases qui ont été détruites et 22 830 personnes qui ont été expulsées. Alors, la Jama, elle intervient justement pour aider cette population fragilisée, notamment comme pendant la Covid. La Jama a essayé d'entrer en contact en fait avec les personnes les plus fragiles. On a essayé de distribuer par exemple des bons alimentaires. Du coup, la Jama va en contact avec cette population-là justement pour leur montrer que la Jama, elle est là et qu'ils ne sont pas seuls à gérer cette situation-là. D'accord. Donc, je pose une question, après vous répondra qui voudra parmi vous. Une autre dimension sociétale importante de la religion, c'est l'éducation. Oui, que ce soit l'éducation morale, l'éducation traditionnelle. Donc, est-ce que la Jamaat utilise les moyens de l'éducation, on va dire classique, mise à disposition de la Jamaat à Mayotte pour promouvoir la paix, la tolérance, l'harmonie également dans la société? Oui, c'est une question très importante parce qu'il y a quelque chose de très important à souligner là-dessus, c'est que Mayotte fait face à une forte délinquance des jeunes liée à la déscolarisation de beaucoup de jeunes. Donc la Jama, par le biais de l'Humanity First, a construit une école justement pour venir en aide à ces jeunes-là afin de les éduquer de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas à la rue parce qu'ils sont très sensibles à la délinquance. Donc c'est pour ça que la Jama… donc… Voilà, c'est ça. La Jama essaie de les sortir de là. Et ça, c'est un grand pas que la Jama a fait. Et aussi, il aide à la Jama à Mayotte afin d'intégrer ces jeunes-là pour pas qu'il y ait trop de délinquants à la rue. Et aussi, la Jama va plus loin que ça. Il essaie aussi d'insérer des jeunes à l'école normale par le biais d'associations et tout ça. Donc là, on est à 20 jeunes qu'on a pu insérer dans… Réscolariser dans le circuit classique de l'éducation. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette école? Combien de places, combien de classes? Est-ce qu'il y a des professeurs? Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'elle est située? Elle est située dans notre centre qui se trouve à Majicavo Koropa. D'accord. Il y a différentes classes, surtout c'est les classes de base primaire comme ça. Et on essaie, il y a des volontaires qui viennent enseigner ces jeunes-là à pratiquer le français, à s'intégrer par rapport aux différentes pratiques liées au français. Et il y a aussi beaucoup d'activités qui se font dans ce centre-là. D'accord. Ok, du coup, est-ce que, une question comme ça qui me vient à l'esprit, l'arrivée de la Jamaat, moi je regardais le documentaire où on parle de l'arrivée de la Jamaat, du message de la Jamaat à Mayotte. J'ai pu échanger personnellement avec certaines personnes qui étaient en interaction avec Oustad Zaidou, qui malheureusement je pense n'est pas présent parmi nous aujourd'hui au Royaume-Uni, sinon il serait parmi nous ici sur le plateau. Il y a quand même eu une résistance, pour ne pas dire une opposition, de la part de la population locale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette résistance, de cette opposition? Comment est-ce qu'elle se traduit au quotidien? Et comment vous y faites face? Déjà pour commencer, au début, quand la Jamaat est venue jusqu'à Mayotte, c'était compliqué parce qu'on était, on va dire, chassés un peu partout là où on allait. On essayait en fait de se retrouver pour justement éviter les conflits avec les autres personnes. Mais avec le temps et avec l'aide de Dieu, on a réussi à avoir justement le centre qui est à Majicavo. On a réussi à avoir ce centre-là. Pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez situer cette ville dont vous parlez par rapport à la capitale? Quelle distance? Alors, elle est située à Majicavo Koropa, dans la commune de Kungu. D'accord. Et du coup, c'est grâce à ce centre-là que la Jamaat a réussi à
à s'intégrer à la population, à essayer d'aller en contact justement avec la population en leur expliquant le but de la Jamaat. Parce que en fait au début, les gens ils étaient restreints du but de la Jamaat. Ils disaient que ils étaient sceptiques, ils n'étaient pas trop sûrs de l'action. Mais avec le temps, on a réussi à... Du coup, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des activités de la Jamaat à Mayotte. Donc, vous faites aussi des Jalsa Salana. Oui, vous en avez fait un récemment. Comme, bon, on comprend qu'ici, c'est le Royaume-Uni. Le calife est là enfin, le califat est là depuis une quarantaine d'années. Donc, il n'y a pas de commune mesure avec aucun autre pays sur la planète. Mais est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette Jalsa que vous avez tenue il y a quelques semaines combien de personnes il y avait, combien de temps ça a duré? Ça a duré 3 jours comme tous les Jalsa. Il y a eu, alhamdulillah, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont pu participer à la Jalsa. On a pu, par ce biais-là, présenter aussi les enseignements de la Jalsa et aussi de la communauté, afin de aussi propager ce message-là pour tout Mayotte. Parce que comme vous l'avez cité tout à l'heure, que les gens sont un peu sceptiques par rapport à cette nouvelle Jama qui viennent aussi déclarer qu'il y a un Messie qui est là. Donc, c'est un peu compliqué. Mais avec les Jalsa Salana, les gens commencent à voir un petit peu mieux qu'est-ce que les enseignements de la Jama. Et ils commencent à ouvrir les yeux et c'est là qu'ils viennent poser des questions. Parce qu'avant, c'était compliqué. Ils ne posaient pas. Ils étaient restreints, ils étaient un petit peu à l'écart. Mais avec ce mécanisme-là, parce qu'on a même mis une grande pancarte, si quelqu'un peut nous contacter, et ces interventions-là œuvrent aussi pour qu'on fasse connaître dans le plus large de Mayotte. D'accord. Et donc, nous avons la chance d'avoir M. Sondi depuis Mayotte, d'après ce qu'on me dit, avec nous en ligne. Donc, M. Sondi, si on peut vous demander aussi d'autres actions qui sont mises en place par la Jamaat pour la propagation tout simplement du message du vrai islam qu'est l'Ahmadiyya. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? On a parlé effectivement déjà des actions interreligieuses, on a parlé des actions pour la remise à la scolarisation des jeunes, on a parlé des actions humanitaires. Mais en termes de tabligh, quelles sont les activités que vous faites au quotidien ou je ne sais pas, à une périodicité régulière vis-à-vis de la population de Mayotte? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Alors déjà, je suis très heureux que vous m'ayez invité et franchement, c'est un honneur. Alors, pour répondre à votre question, concernant les actions ou ce que nous sommes en train de faire actuellement, Mayotte n'est pas un archipel comme les autres archipels concernant la culture, même si on dit que les Mahorais parce que des fois on dit que les Mahorais sont 99% des musulmans, mais en réalité, c'est pas le cas. Du coup, on a un peu du mal à passer le message, parce que on essaie de mener des actions à travers des mosquées, parce que des fois, il y a la personne chargée du tablir, des fois, il amène une équipe, il va dans des mosquées, ou sinon, on essaie de faire tablir dans les rues, on essaie aussi de faire tablir à des personnes qu'on connaisse. Mais le mais, c'est quoi? Il y a toujours ce côté mollah qui sont toujours derrière et qui essaient toujours de nous mettre des barrages. Ben, écoutez, le Messie premier l'Islam, il a dit que les opposants œuvrent comme des fertilisants pour notre communauté. Donc, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on a vu qu'il y a une opposition, des gens qui s'opposent à nous, ben, ils amènent le message plus loin. C'est comme le vent qui emporte les graines d'un arbre. Là où notre message ne pourrait pas arriver, là où nous ne pourrions pas arriver, ben, ces opposants font que le message arrive. Donc je ne sais pas si je vois que vous avez derrière vous la fin du djihad armé que vous avez affiché. Est-ce que vous avez des sortes de tracts que vous avez pu publier, que vous distribuez à la population, et par rapport à ça, la réaction aussi de la population, si vous pouvez nous en parler? Alors actuellement, on a le tract qui parle de tout ce qui concerne la Troisième Guerre mondiale. Donc on est en train de passer ce message-là.
Et ça, normalement, les gens réagissent positivement. C'est-à-dire, lorsqu'on leur donne ce message-là, qu'on doit prier en faveur de la paix et qu'on doit ne pas chercher à vouloir une troisième guerre mondiale. Donc, les gens, ils sont positifs là-dessus. Mais dès qu'on essaie de parler du Messie promis et de l'Ahmadiyya, là, la réaction a tendance à changer. Mais dans le quotidien, on essaie aussi, parce que on sait très bien que dans un autre sens, on peut faire établir silencieuse, c'est-à-dire se comporter bien avec ces gens-là, parce que ça c'est très important, le comportement. Tout à fait. Voilà, en gros, c'est ça. On essaie aussi quotidiennement de passer le message d'une manière silencieuse et implicite, en essayant de parler avec les gens, parce que il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas ouvertes. Du coup, on essaie quand même, au minimum, de leur passer la salam. De passer le message, oui. En tout cas, le deuxième calife, Radhiyallahu anhu, disait dans une de ses poésies que notre devoir aujourd'hui consiste juste à donner le message. Notre devoir consiste juste à passer le mot et à la charge à la personne d'examiner le message que nous transmettons et de prendre les dispositions qui en découlent. Donc, tel que Allah l'exalté l'avait promis au Messie premier l'Islam, le message de l'Ahmadiyya est arrivé aux confins de la terre, en l'occurrence à Mayotte, et nous avons le témoignage en direct aussi de cette union sacrée qui est faite aujourd'hui via la chaîne MTA. Donc, nous avons la bénédiction d'être nous ici sur le plateau et avoir un frère à Mayotte. Donc, en ourdou, il y a une expression qui dit c'est lui qui dispose de l'intellect nécessaire. Un petit signe lui suffirait à accepter la véracité de quelque chose. Donc, sachant que ça, c'est un grand signe aujourd'hui. Donc, nous remercions en tout cas les frères, vous, M. Elias et M. Javardine et M. Sondi d'être parmi nous, avec nous pour parler de l'Ahmadiyya à Mayotte et des différentes actions qui sont mises en place. Et nous allons vous passer maintenant un documentaire, Jazakallah Sanza, et nous vous retrouvons tout à l'heure, Inch'Allah, pour la session, la dernière session de clôture où Sa Sainteté, le calife Ayatollah Ben Aziz, prononcera le discours de clôture et terminera la Jalsa Salana par la prière silencieuse avant que tous les participants reprennent le chemin du retour pour rentrer chez eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.